13 pays sont en train de disparaître. Mais derrière presque chaque histoire, il y a la même force. La planète déplace la frontière entre la Terre et l'eau, et elle redessine la carte plus vite que ces pays ne peuvent suivre. D'ici 2050, certains seront partiellement sous l'eau, d'autres manqueront complètement d'eau. Et il ne s'agit pas seulement de petites îles du Pacifique, certaines abritent plus de 100 millions de personnes. Les satellites de la NASA et des décennies de données géologiques mènent à la même conclusion. La carte du monde est en train de changer, et ces pays sont en première ligne. Certains de ces pays sont inondés par le haut, d'autres s'enfoncent par le bas, et quelques-uns sont touchés par les deux en même temps. Numéro 13, Vietnam. Un agriculteur de la province de Long An au Vietnam l'a dit franchement. Rien ne peut pousser. C'est ce qui arrive lorsque l'eau salée attend des rizières qui ne survivent qu'à l'eau douce. Et partout au Vietnam, cela arrive de plus en plus souvent. Ici, l'océan ne fait pas que monter. Il gagne un littoral où vivent 102 millions de personnes, plus rapidement qu'à peu près partout ailleurs sur la planète. Selon Visual Capitalist, le Vietnam est déjà le 3e pays le plus exposé aux inondations côtières dans le monde. C'est aussi le 5e plus grand producteur de riz au monde. Aujourd'hui, ces deux faits commencent à se télescoper. Les inondations qui autrefois s'étendaient de 30 à 50 km à l'intérieur des terres atteignent maintenant plus de 100 km. En 2023, l'eau salée avait endommagé 8,6% de toutes les terres cultivées dans le delta du Mékong. Rien que cela devrait faire chuter l'économie du Vietnam de 3,5% d'ici 2050. Il était censé y avoir de l'aide. Après la conférence COP27, les nations les plus riches et les plus développées ont accepté de compenser les pays subissant les pires effets du changement climatique. L'ONU estime la facture à jusqu'à 387 milliards de dollars chaque année. En janvier 2024, seulement 661 millions de dollars avaient été promis. Le Vietnam est en grande partie livré à lui-même. Les agriculteurs se sont adaptés comme ils ont pu. Beaucoup alternent entre riziculture et élevage de crevettes. Sans suffisamment d'eau douce descendant en aval pour nettoyer les sols, les bassins de crevettes laissent durablement du sel dans les sols. Plus les agriculteurs s'adaptent, plus il est difficile de refaire pousser du riz. Et ce n'est même pas le principal problème du Vietnam. Ho Chi Minh Ville, où vivent 14 millions de personnes, s'enfonce. Si les tendances actuelles se poursuivent, presque tout le sud du Vietnam se retrouvera sous le niveau de la marée haute d'ici 2050, forçant environ 20 millions de personnes à quitter leur domicile. Mais le Vietnam n'est pas totalement innocent dans tout cela. Il contribue à son propre affaissement. Après avoir étudié l'utilisation de l'eau à 15 000 endroits sur 25 ans, les géologues ont découvert que plus de 8,8 millions de pieds cubes d'eau souterraine sont pompés chaque jour hors du delta du Mékong, principalement par des puits privés non réglementés. Le gouvernement vietnamien n'a toujours pas pris la mesure de cette réalité. Et il est loin d'être le seul. Certains pays s'enfoncent encore plus à cause de décisions politiques discutables. Le prochain pays s'enfonce aussi, mais pas de la même manière. Numéro 12. L'Iran. Vous ne vous attendiez probablement pas à voir l'Iran dans une liste comme celle-ci. C'est un vaste pays composé de plateaux et de montagnes, avec seulement une petite zone côtière. Le golfe Persique pourrait monter de presque 0,2 pouces par an, mais le plus grand danger pour l'Iran se trouve sous terre. L'Iran est un pays dont la terre s'enfonce sous ses propres champs. Il ne s'agit pas de champs pétrolifères comme au Venezuela. L'Iran possède une autre source de richesse. C'est le 2e plus grand producteur de pistaches au monde, après les États-Unis. Cette industrie rapporte 1 milliard de dollars supplémentaires par an, et entre 45 et 70% de ces pistaches proviennent d'un seul endroit, la province de Kerman. Mais il y a un revers à la médaille. Kerman est un désert totalement enclavé, qui ne reçoit que 1,4 cm de précipitations par an. Donc, les agriculteurs doivent puiser l'eau dans les aquifères souterrains qui se sont accumulés pendant des millénaires. Et maintenant, ils mettent le sol à rude épreuve. Certaines parties de Kerman, comme le comté de Ras Vanjan, s'enfoncent jusqu'à 37 cm par an à cause de toute l'eau qui est pompée. Kerman n'est que le cas le plus extrême. En mai 2025, le gouvernement iranien a admis que 30 des 31 provinces du pays s'enfoncent. Et le sol continue de s'affaisser. Jusqu'à 1 million de puits pompent désormais environ 50 milliards de mètres cubes d'eau souterraine du pays chaque année. Le résultat, ce n'est pas seulement un risque d'inondation accru, mais aussi l'effondrement progressif des infrastructures iraniennes. Des scientifiques allemands estiment que le sol sous l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran s'enfonce d'environ 4,8 cm chaque année. Sous la raffinerie de pétrole de la capitale, c'est encore pire, entre 22 et 30 cm par an. Les autoroutes, les chemins de fer, les usines et les quartiers entiers s'affaissent,
tandis que les dolines deviennent de plus en plus courantes. Les satellites ont suivi l'évolution de 2014 à 2020, et les régions les plus touchées se sont avérées être les plus peuplées du pays. Environ 42 millions d'Iraniens, soit la moitié de la population, vivent sur un sol qui s'enfonce. 14 millions de personnes vivent dans des zones connaissant un affaissement sévère, concentrées autour de provinces comme Téhéran, Razavi-Orassan et Fars. Les endroits les plus importants pour l'économie de l'Iran sont ceux qui disparaissent sous terre. Le gouvernement affirme qu'il riposte. Plus de 12 300 puits illégaux ont été démantelés rien qu'en 2024. Mais c'est une lutte sans fin quand une organisation peut forer presque partout où elle le souhaite. Sur les infrastructures hydrauliques de l'Iran, via son conglomérat de construction Hatam al-Anbiya. Les critiques l'ont surnommé la mafia de l'eau du pays. Démanteler ce système signifierait démanteler l'une des institutions mêmes qui contribuent à maintenir le régime actuel au pouvoir. Donc ce n'est pas une crise imposée par un système international injuste. C'est une crise provoquée par la politique interne de l'Iran. Le prochain pays est lui aussi en train de sombrer. C'était tout simplement pas l'eau qu'il recherche. Numéro 11. En juin 2026, des tremblements de terre ont secoué la côte du Venezuela, juste à l'ouest de Caracas, tuant plus de 3800 personnes. Mais les séismes de magnitude 7,2 et 7,5 n'étaient que le début de ces problèmes naturels. Avec la montée du niveau de la mer, le territoire côtier actuel du Venezuela disparaît. D'ici 2050, 30% du delta de l'Orénoque devra avoir disparu. Ce n'est pas seulement un point chaud pour la biodiversité, c'est aussi le foyer de 36 000 autochtones. Mais la crise imminente ne les concerne pas seulement. Le port de Guamta et l'île Margarita, avec ses 500 000 habitants, sont également voués à disparaître sous les vagues. Mais tout comme l'Iran, la réalité est probablement pire que cela. Les climatologues ont fait ces projections en utilisant des données de 1999. C'était l'année où Hugo Chavez est arrivé au pouvoir et a lancé la soi-disant révolution bolivarienne. Depuis lors, le Venezuela a en grande partie cessé de collecter des données climatiques fiables. Environ 70% des stations météorologiques du pays sont endommagées ou hors service. Ainsi, quand les scientifiques prédisent le climat futur du Venezuela, ils doivent souvent deviner. Mais pour le pétrole, ils n'ont pas besoin de deviner. Si l'extraction se poursuit au rythme actuel, jusqu'à 80% des 2700 km de côte du Venezuela pourraient être confrontés à l'affaissement ou à l'érosion à mesure que le niveau de la mer continue de monter. Le Venezuela ne disparaît pas uniquement à cause du changement climatique. Il disparaît aussi à cause de ce qu'il extrait du sol. En 2025, le Venezuela détenait plus de 303 milliards de barils de pétrole en réserve, soit la plus grande quantité au monde. Cela représente plus de 17% du total mondial. Actuellement, il produit environ 903 000 barils chaque jour. Mais chaque baril a un coût. Le lac Maracaibo, l'un des champs pétrolifères les plus riches du monde, contient environ 20% des réserves du pays. Le pétrole y est extrait depuis les années 20. Cela a transformé le Venezuela en ce qu'on appelait le joyau de l'Amérique du Sud. Et, des décennies plus tard, c'est devenu la bouée de sauvetage financière du gouvernement Chavez. Mais extraire autant de pétrole a le même effet que de presser de l'eau d'une éponge. Sauf que dans ce cas, l'éponge se dissout. Autour du lac Maracaibo, des villes comme Cabimas et Lagunillas se sont enfoncées de plus de 5 mètres. Des communautés jadis en sécurité au-dessus du niveau de la mer sont désormais en dessous. Seules de vieilles digues empêchent le lac d'entrer. À mesure que le niveau de la mer monte, c'est devenu une course entre l'eau et des infrastructures qui s'effondrent. Et l'extraction est sur le point de reprendre de plus belle. Le nouveau gouvernement veut que le Venezuela produise à nouveau 3 millions de barils de pétrole par jour, soit plus du triple de la production actuelle, avec l'aide des compagnies pétrolières américaines. Il y a eu beaucoup moins de discussions sur le renforcement des digues qui protègent les habitants de la région. Parce que pour ceux qui prennent des décisions, pomper du pétrole est la priorité. Le pétrole a rendu le Venezuela riche. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi la côte ne dure pas assez pour en profiter. Contrairement à d'autres pays de cette liste, la nation suivante tente vraiment de résoudre ce problème. Numéro 10, la Jordanie ne peut pas sortir de sa crise hydrique en forant. Et elle n'essaie pas non plus. Elle mise plutôt sur la construction d'infrastructures. Il y a moins d'eau par personne que dans n'importe quel autre pays au monde. Dans la capitale, Amman, de nombreuses familles attendent jusqu'à 1 semaine entre les livraisons d'eau. Pour comprendre pourquoi, regardez l'eau que personne ne peut boire. La mer Morte rétrécit d'un peu plus d'1 mètre par an depuis les années 60. D'ici 2050, elle pourrait être presque complètement asséchée. Cette fois, le changement climatique n'est pas le principal responsable, ce sont les gens. Le Jourdain, qui alimente le pays et la mer Morte, est détourné depuis des décennies.
Israël contrôle l'essentiel de son débit via le barrage de Dagania sur le lac de Tibériade. La Syrie a construit plus de 40 barrages le long du rivière Yarmouk, le plus grand affluent du Jourdain. La Jordanie a construit ses propres barrages, mais en étant le pays le plus en aval, cela signifie qu'il y a moins d'eau à réguler pour ces barrages. Résultat final, le fleuve Jourdain fournit désormais 3,5 milliards de pieds cubes d'eau à la mer Morte, et environ 50% de cette eau est contaminée. Avant les années 1960, entre 42,4 et 45,9 milliards de pieds cubes d'eau atteignaient la mer Morte chaque année. Personne ne parvient à se mettre d'accord sur la façon de restaurer le fleuve. Mais la Jordanie a un avantage que presque aucun autre pays de cette liste n'a. L'océan ne l'engloutit pas. Il y a un gouvernement fonctionnel, une économie de 50 milliards de dollars et près de 11,5 millions d'habitants. Elle recycle déjà environ 90% de ses eaux usées, l'un des taux les plus élevés au monde. Même après l'agrandissement des stations d'épuration, cela ne fournira qu'environ 10,6 milliards de pieds cubes par an d'ici 2030. C'est moins d'un tiers de ce dont le pays a besoin. Alors la Jordanie mise tout sur un pipeline de 450 km. Le projet de dessalement et de transport d'eau Aqaba-Amman à 6 milliards de dollars. Il pompera de l'eau dessalée de la mer Rouge à Aqaba jusqu'à Amman, en la soulevant de plus de 1100 mètres en altitude. Une fois terminé, il devrait fournir 300 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires chaque année. C'est un tiers de plus. Le dernier tiers devra venir de partout ailleurs, en réparant les infrastructures défectueuses, en luttant contre le vol d'eau et en exploitant jusqu'à la dernière goutte les ressources d'un pays qui n'en a tout simplement pas assez. D'ici 2050, nous saurons si cela suffit. La Jordanie a des difficultés, mais elle ne risque pas de disparaître. Le prochain pays ne peut pas en dire autant. Avant de poursuivre notre voyage du jour sur la carte, je voudrais remercier le sponsor du jour, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Avant d'aller plus loin, clarifions 2 idées reçues sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et non destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée, ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos et faites fructifier votre argent. Numéro 9, Fidji. En 2014, le village de Vunidogoloa a disparu. Ses 100 habitants ont dû déménager, à 2 km à l'intérieur des terres, après des années où les vagues pénétraient jusqu'à 90 mètres dans leurs maisons et champs. C'était une répétition générale de ce qui attend le reste du pays. Les Fidji sont composés de plus de 300 îles, mais 87% de ces 925 000 habitants vivent sur seulement 2 d'entre elles. Vanuatu et Viti Levu. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. L'altitude moyenne de Viti est de 112 mètres, et celle de Vanou est encore plus élevée. C'est assez élevé pour qu'un autre pays de cette liste ait envisagé de l'utiliser comme solution de secours climatique. La mauvaise nouvelle, c'est que la montée du niveau de la mer aux Fidji reste l'une des plus rapides au monde, à environ 0,58 cm par an. La plupart des gens ne vivent pas en altitude, ils vivent près de la côte. Vunidogoloa était peut-être en tête de la vague, mais ce n'est pas un cas unique. 4,5% des bâtiments actuels des Fidji seront inondés, avec seulement 22 cm de montée du niveau de la mer. Une part de cela est irréversible, même si toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessaient immédiatement. Mais les habitants de Vunidogoloa ne voyaient pas seulement leur maison disparaître. Ils voyaient aussi le moyen de subsistance de leur pays s'envoler. Le tourisme représente 40% de l'économie des Fidji.
L'agriculture en représente 18% supplémentaires et emploie environ 28% de la population active. Enlevez ces plages dignes d'Instagram et mettez de l'eau salée dans ces champs. Et ensuite, même les pêcheries locales diminuent à cause du réchauffement climatique. C'est pourquoi la Banque mondiale prévoit qu'en 2050, les Fidji perdront 6,5% de leur PIB actuel chaque année. Les Fidjiens ne peuvent pas compter sur le fonds d'indemnisation de la COP27 pour le restaurer. Ils ont déjà construit 6 digues et pourraient en construire jusqu'à 160 de plus. C'est une ambition peu coûteuse, même pour une nation aisée comme les Fidji. C'est pourquoi vous verrez des responsables fidjiens en conférences internationales sur le climat. Ils ont souvent essayé de convaincre d'autres pays d'arrêter d'émettre autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais c'est difficile à faire accepter. Alors ils espèrent obtenir tout l'argent possible de l'étranger, comme les 5,7 millions de dollars qu'ils ont reçus lors de la conférence COP29 en 2024. Cela a permis de financer 3,8 km supplémentaires de digues naturelles. Mais les digues à elles seules ne vont pas résoudre le problème. Le gouvernement prévoit toujours de relocaliser 40 villages supplémentaires. Même dans les communautés moins vulnérables, les responsables locaux doivent encore envisager de déplacer des infrastructures essentielles, comme les hôpitaux, sur des terrains plus élevés. Pas en 2050, mais dès maintenant. Ils pourraient ne plus être là en 2050. Les Fidjiens disposent de terrains plus élevés et de moyens pour adopter des stratégies réalistes d'atténuation du changement climatique. Les habitants d'autres nations insulaires n'ont pas ce même luxe. Numéro 8. Le Venezuela n'est pas le seul pays dont la plus grande ressource s'est révélée être une malédiction. Bienvenue à Nauru. C'est 8000 carrés. Difficile à croire, mais il y a 50 ans, vous serez dans l'un des endroits les plus riches du monde si vous étiez venu ici. À l'époque, Nauru avait un PIB par habitant de 50 000 $, juste derrière l'Arabie Saoudite. Mais cette richesse ne venait pas du pétrole. C'était, contre toute attente, le guano, ou les excréments fossilisés d'oiseaux. Le phosphore contenu dans ce guano est excellent pour les engrais agricoles, et celui de Nauru était particulièrement bon. Alors les puissances coloniales s'en sont emparées, jusqu'à ce que Nauru puisse en tirer profit elle-même après son indépendance. Plus de 43 millions de tonnes de phosphate ont été extraites du sol de Nauru au 19e et 20e siècle. Mais le guano n'était pas une ressource renouvelable. Il a fallu des milliers d'années pour s'accumuler, pas des millions comme le pétrole du Venezuela. Dans les années 1990, il n'y en avait plus, et il n'en est resté qu'un pays qui avait littéralement miné son propre avenir. Environ 80% du phosphate de Nauru a été extrait par exploitation à ciel ouvert. Au cours du processus, environ 80% de l'intérieur de l'île, y compris une grande partie de la fondation corallienne qui la soutenait, ont été détruits. Aujourd'hui, la majeure partie de l'île est un paysage dunaire de pinacles de corail. L'agriculture est pratiquement impossible, et l'île est bien trop petite pour développer une économie industrielle majeure. Nauru n'a connu qu'un unique succès sans lendemain. C'est le seul pays au monde qui a littéralement retiré la majorité de son propre territoire pour s'enrichir à court terme. Les scientifiques ont même décrit l'île comme pratiquement inhabitable. Le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont finalement proposé de relocaliser toute la population. Cela était en partie dû au système colonial qui avait encouragé le boom du phosphate au départ. Mais la plupart des Nauriens ont choisi de rester. Désormais, l'océan pourrait faire ce choix à leur place. L'altitude moyenne de Nauru est encore d'environ 34 mètres, mais environ 40% des foyers ont déjà subi des inondations. D'ici 2050, la NASA prévoit que le niveau mondial de la mer pourrait augmenter de 20 à 30 cm supplémentaires. Ainsi, Nauru disparaît des deux côtés à la fois. Elle s'est creusée de l'intérieur, et maintenant la mer se referme sur elle de l'extérieur. Pour survivre, le pays a besoin d'argent. Le pays a autrefois tenté de devenir un paradis fiscal et un centre de blanchiment d'argent pour le crime organisé. Mais les sanctions américaines y ont rapidement mis fin. Son dernier projet est plus respectable. Pour 105 000 $, les étrangers peuvent acheter la citoyenneté nauruane, avec un accès sans visa à 89 pays. Le gouvernement espère que le programme financera la relocalisation d'environ 90% de ses 12 500 habitants sur des terrains plus élevés où une toute nouvelle ville est prévue. Il y a juste un problème. Le programme a été lancé lors de la COP29 en 2024. Depuis lors, seulement 6 candidats ont été approuvés. En partie parce que la demande est restée faible, mais aussi parce que chaque candidat doit passer des vérifications approfondies des antécédents pour empêcher l'entrée de terroristes et de membres du crime organisé. Mais le temps presse. Si l'argent n'arrive pas assez vite, le peuple de Nauru n'aura peut-être pas d'autre choix que d'accepter la réinstallation proposée par leurs anciens colonisateurs. Et ils ne seraient pas les premiers. Le prochain pays voit déjà son peuple partir. Numéro 7. Tuvalu n'est pas comme Nauru.
il ne s'est pas détruit par l'exploitation minière. Il a également encore le roi Charles III comme chef d'État officiel. Donc, ses citoyens ont une porte de sortie. Environ 8700 personnes, soit plus de 80% de la population de Tuvalu, se sont déjà inscrites pour partir. Ils préparent leur départ, car Tuvalu est à seulement 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela en fait le deuxième pays le plus bas du monde, et certaines parties sont plus étroites qu'un terrain de football. Ainsi, les habitants de Tuvalu peuvent observer en temps réel la disparition de leur littoral. Des arbres qui se trouvaient à 10 mètres du rivage le touchent désormais. Les quartiers subissent des inondations environ 5 jours par an. D'ici 2050, la NASA prévoit qu'il y en aura 25 dans tout le pays. Certains endroits seront plus durement touchés que d'autres. C'est la raison pour laquelle Tuvalu est condamné. La capitale, Funafuti, abrite environ la moitié de la population de Tuvalu. Les scientifiques prédisent que 50% de celle-ci sera inondée d'ici 2050. Tuvalu ne dispose pas de beaucoup de ressources pour atténuer cette catastrophe qui progresse lentement. Son PIB n'est que d'environ 60 millions de dollars, et ses principales sources de revenus sont l'aide étrangère, les droits de licence de pêche et l'hébergement de sites web comme Twitch grâce à son domaine .tv. Ce n'est pas suffisant pour certaines des stratégies d'atténuation les plus coûteuses, et il n'y a pas de terrain plus élevé où déplacer sa population. Son point le plus élevé se trouve sur l'île Nelukita, et il n'est qu'à 15 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les mers locales montent de 0,2 pouces par an, soit 2 fois la moyenne mondiale. Donc ce point le plus élevé ne sera pas suffisant pour faire ce que Nauru essaie de faire. Il n'y avait qu'une seule option. En 2024, Tuvalu et l'Australie ont négocié le traité d'union Falepili, le premier accord bilatéral de mobilité climatique au monde. Selon ces termes, 280 personnes de Tuvalu sont autorisées à s'installer définitivement en Australie chaque année. C'est le programme auquel 80% de la population du pays s'est inscrite. Ainsi, d'ici 2050, Tuvalu pourrait être unique au monde. Un pays qui existe toujours légalement, mais dont le gouvernement et toute la population se trouvent à l'intérieur du territoire d'un autre pays. Le ministre du changement climatique de Tuvalu, Maya Talia, l'a dit le mieux. Nous ne pouvons pas considérer que la migration est une fatalité, mais si un matin on se réveille et que la moitié de la population a été décimée par l'océan, qui devrions-nous blâmer ? Pour être honnête, la liste des personnes à blâmer est probablement assez longue. Mais le monde ne va pas arrêter de brûler des combustibles fossiles du jour au lendemain, et c'est un problème pour le prochain pays. Mais contrairement à Tuvalu, il ne fait pas que regarder la mer monter autour de lui. Il la voit monter jusqu'à le submerger. Numéro 6, les Maldives. Certains d'entre vous l'avaient peut-être vu venir. Les habitants des Maldives n'ont pas besoin de modèles climatiques pour connaître leur avenir. Ils peuvent le voir se réaliser. La mer autour des îles monte d'environ 0,09 pouces chaque année. Cela me semble pas beaucoup, jusqu'à ce que l'on se rappelle que 90% des 1200 îles du pays ne s'élèvent pas à plus de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Beaucoup ont déjà subi une érosion sévère. La plupart des villes, y compris la capitale Malé, se trouvent à moins de 100 mètres de la côte. L'eau se rapproche chaque année. Si la tendance actuelle se poursuit, environ 80% des Maldives pourraient devenir inhabitables d'ici 2050. Le gouvernement sait qu'il doit agir vite, d'autant que les habitants ne peuvent pas rejoindre des terrains plus hauts. Parce qu'il n'y en a pas. Les Maldives sont le pays le plus bas du monde. Son point naturel le plus élevé, sur l'île de Viligili dans l'atoll d'Adou, s'élève à seulement 5,1 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et personne n'y vit. Cela fait partie d'un terrain de golf. Les enjeux sont aussi bien plus importants qu'à Nauru ou Tuvalu. Plus de 600 000 personnes vivent aux Maldives, dont environ 212 000 rien que dans la capitale. Transformer le point le plus élevé du pays en une nouvelle ville signifierait aussi sacrifier l'industrie qui fait vivre le pays. Le tourisme génère environ 70% du PIB des Maldives. Donc, le gouvernement n'a qu'une seule véritable option, créer de nouvelles terres. Plus de 50 îles ont déjà été créées ou agrandies grâce à des travaux de remblaiement. Ulu-Malé, par exemple, a été construite à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, comme refuge futur face à la montée des océans. Mais tout le monde n'est pas convaincu que ce soit une solution à long terme. Et cela a un coût. Sur Adu, le gouvernement a étendu une plage de 130 mètres. Les propriétaires d'hôtels se sont vite plaints que les touristes annulaient leurs réservations parce que la marche jusqu'à la mer était devenue trop longue. Ça, c'est le petit problème. Le plus gros problème se trouve sous les vagues. Créer de nouvelles terres signifie draguer le fond marin, ce qui détruit les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves. C'est justement cet écosystème qui protège naturellement les îles de l'océan. Les récifs coralliens absorbent jusqu'à 97% de l'énergie des vagues, et les mangroves réduisent leur hauteur jusqu'à 70%. Sans eux, la terre est tout simplement arrachée.
Regardez Lagos, au Nigeria, où le littoral recule de plus de 2,60 m par an. Ce n'est pas seulement à cause de la montée des eaux, c'est parce que les mangroves disparaissent. Plus de 50 km de mangroves ont disparu entre 2000 et 2016. Mais le Nigeria sera toujours là en 2050. Il y a des endroits où se replier. Les Maldives n'ont pas ce luxe. Numéro 5. Toute la population de Kiribati, soit 138 000 personnes, vit sur la côte, avec la majeure partie de son territoire à seulement 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les gens ici n'ont pas à s'inquiéter de ce que l'avenir leur réserve. Cela se produit déjà. 2 de ces îles, Abanoa et Tebotara, ont déjà sombré sous les vagues et l'eau continue de monter. Les satellites de la NASA ont détecté une élévation du niveau de la mer entre 5 et 10 cm par an, et les inondations continuent. Tarawa, qui abrite environ 100 000 personnes, subit désormais entre 10 et 20 jours d'inondations chaque année. Les habitations et les commerces sont endommagés à plusieurs reprises. L'eau salée s'infiltre dans le sol, tuant les cultures et contaminant l'eau potable bien avant que les eaux de crue ne se retirent. Les infrastructures vitales de Kiribati se trouvent juste sur la côte, et en juin 2008, l'eau l'a bien prouvé. Les inondations ont fait s'effondrer le pont de Tarawa, et ont emporté avec elles les canalisations reliant la réserve d'eau de Buena. Buena est l'une des 2 seules sources d'eau douce pour toute la capitale. Des milliers de personnes dépendaient de la seule source d'eau qu'il restait à Kiribati. Ils comptaient aussi sur la collecte de l'eau de pluie, dans un pays qui rationnait déjà les deux. Une seule inondation a détruit la moitié de l'approvisionnement en eau du pays pendant 2 ans. Ce n'était qu'un avant-goût des problèmes à venir. D'ici 2050, la NASA prévoit que jusqu'à 54% de Tarawa sera régulièrement inondé tout au long de l'année. D'autres parties de Kiribati connaîtront 65 jours d'inondation. Tout cela est dû aux 48 cm supplémentaires de montée du niveau de la mer, qui auront lieu d'ici là. Kiribati a envisagé plusieurs solutions potentielles. En 2012, le pays a acheté 2400 hectares de terre sur la 2e plus grande île des Fidji, Vanuatu. C'est un endroit avec une altitude bien plus élevée. Personne ne s'y est réellement installé. D'ailleurs, nous avons déjà vu pourquoi les Fidji ne sont pas la meilleure solution. Et Kiribati n'a pas Charles III comme chef d'État, donc évacuer vers l'Australie n'est pas non plus aussi facile. Donc en 2016, il a annoncé vouloir construire des terres artificielles afin d'augmenter l'altitude de son territoire d'au moins 1 mètre. Le problème, en dehors des conséquences environnementales, c'est que Kiribati n'a encore rien dragué. Le projet est techniquement réalisable, puisque les îles de Kiribati sont petites et qu'il a consulté les Émirats arabes unis à ce sujet. Après tout, les Émirats arabes unis ont réussi à construire l'archipel artificiel de Palm Jumeirah. Mais les Émirats arabes unis sont l'un des pays les plus riches du monde. Kiribati a un PIB de seulement 297 millions de dollars. Donc Kiribati a dû solliciter des dons partout dans le monde. La Chine a fait une offre. Non pas dans le cadre du fonds d'indemnisation de la COP27, mais avec des conditions. En retour, elle obtiendrait des centres de transbordement, l'accès à d'excellents lieux de pêche au thon et la possibilité d'installer des infrastructures à double usage pour la marine de l'APL. Imaginez que le plus grand émetteur actuel de gaz à effet de serre au monde dicte ses conditions à l'un des pays qui souffrent le plus du réchauffement climatique. Mais Kiribati pourrait ne pas avoir le choix. Le pays a déjà perdu 1 décennie à attendre pour commencer ce projet. Il n'a plus beaucoup de temps à perdre. Mais tous les pays de cette liste ne sont pas réellement en train de sombrer. Numéro 4, le Yémen ne va pas disparaître d'ici 2050, mais sa capitale, Sanaa, pourrait bien le faire. Les guerres ont peut-être dévasté le pays au XXIe siècle, mais sous la capitale se cache une crise bien pire, qui existe depuis bien plus longtemps, car elle est inscrite dans la géographie du Yémen. Sanaa a été construite sur la plaque arabique, à 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'une des grandes villes les plus élevées du monde. Fondée au 1er siècle comme place forte militaire, son altitude représentait un avantage stratégique. Mieux encore, bien qu'elle soit située sur une plaque tectonique, elle subit remarquablement peu de tremblements de terre. Mais il y avait tout de même un inconvénient. Sanaa n'a pas de rivière permanente et ne reçoit que 35,8 cm de pluie par an. C'était suffisant pour une petite ville. Insuffisant pour l'une des capitales à la croissance la plus rapide du monde. Depuis les années 1980, la population de Sanaa a quadruplé pour atteindre environ 3,4 millions d'habitants, et elle continue de croître de 7 à 8% par an. Il n'y a eu qu'une seule façon de suivre le rythme. Environ 70% de l'eau de la ville provient des aquifères souterrains qui ont mis des milliers d'années à se remplir. Maintenant, ils disparaissent. Les niveaux des eaux souterraines baissent de 2 à 6 mètres chaque année. C'est environ 10 fois plus rapide que ce que la nature peut reconstituer à cet endroit.
Les puits qui atteignaient l'eau à environ 30 mètres dans les années 1970 doivent aujourd'hui être forés à près de 1200 mètres. Aujourd'hui, même ces puits commencent à s'assécher. Environ 40% de la précieuse eau souterraine du Yémen est utilisée pour cultiver le khat, une plante narcotique très gourmande en eau. C'est pourquoi les analyses de le Washington Institute for the Near East Policy ont décrit le Yémen comme le pays qui s'est asséché à force de mâcher. Mais même cela ne raconte pas toute l'histoire. Des années de guerre ont rendu une situation déjà mauvaise encore bien pire. Plus de 45% des infrastructures hydrauliques déjà limitées du Yémen ont été détruites. Les frappes aériennes et l'artillerie ont endommagé stations de pompage, barrages et réseaux de distribution. Human Rights Watch a recensé 107 frappes ciblant les infrastructures hydrauliques. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus de système pour gérer ce qui subsiste. Le gouvernement reconnu internationalement ne peut pas résoudre la crise, car Sanaa est sous le contrôle des Houthis depuis 2014. Des experts ont proposé d'immenses projets de dessalement, alimentés à l'énergie solaire. Mais peu de gens sont prêts à financer des infrastructures coûteuses dans l'une des zones de conflit les plus instables au monde. Ainsi, la ville continue de grandir, tandis que son eau continue de disparaître. D'ici 2025 seulement, environ 2200 pieds cubes d'eau étaient disponibles par personne chaque année, soit environ 1/8 du minimum recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Au rythme actuel, les aquifères de Sanaa seront épuisés d'ici 2030. Avant même cela, plus de la moitié des habitants devraient peiner à couvrir leurs besoins alimentaires de base. D'ici 2050, il n'y aura tout simplement plus assez d'eau pour que les gens puissent vivre. Bien avant cela, les habitants auront dû fuir et les ruines antiques resteront dans une ville fantôme, vue seulement par les touristes les plus audacieux. Le Yémen a mis des décennies à s'assécher. Le prochain pays de cette liste n'a pas eu droit à des décennies. Il a eu 25 secondes numéro 3, Haïti. Le 12 janvier 2010, à 16h53, 316 000 personnes en Haïti ont péri en moins de temps qu'il n'en faut pour écouter cette phrase. Un séisme d'une magnitude de 7,0 a frappé, suffisamment puissant pour causer d'importants dégâts à toutes les constructions humaines. 60% de l'infrastructure administrative et économique d'Haïti a été détruite, y compris le palais présidentiel, le bâtiment de l'Assemblée nationale, le port principal et même la cathédrale de Port-au-Prince. 60% des hôpitaux ont été anéantis, 80% des écoles ont été perdues, et 1,5 million de personnes se sont retrouvées sans abri et déplacées. Cela représente 15% de la population. Il a fallu des décennies pour construire ces infrastructures, mais seulement un jour pour les détruire. Haïti n'a pas seulement subi une catastrophe naturelle, mais aussi une mutilation nationale. Haïti se trouve sur la faille d'Enriquillo Plantain Garden, l'une des zones sismiques les plus actives des Caraïbes, donc il est tout à fait naturel que cela se reproduise. Le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7,2 a frappé Haïti. Cette fois, l'épicentre se trouvait sur la péninsule de Tiburon. Heureusement, beaucoup moins de personnes sont mortes, environ 2200. Mais l'infrastructure du pays n'a pas été aussi épargnée. Plus de 137 000 maisons et 60 autres établissements de santé ont été détruits. 800 000 personnes ont été touchées alors que 10% du PIB du pays ont disparu du jour au lendemain. La seule raison pour laquelle cela n'a pas atteint l'ampleur du séisme de 2010, c'est qu'une grande partie des infrastructures détruites à l'époque n'avaient toujours pas été reconstruites. Si seuls les séismes frappaient, Haïti pourrait survivre. Mais en ajoutant des catastrophes d'origine humaine à ces destructions naturelles, la situation devient presque insoutenable. En 1988, 4,4% d'Haïti était couvert de forêt. En 2016, ce n'était plus que 0,32%. C'est terrible pour l'environnement naturel du pays, mais c'est tout aussi grave pour la population. Sans les racines des arbres pour maintenir le sol en place, chaque forte pluie en Haïti provoque désormais une érosion catastrophique. L'eau ruisselle rapidement sur les pentes, causant de graves glissements de terrain qui ont alourdi le bilan humain lors des séismes et tuent des dizaines de personnes chaque année. Ce sont deux dangers qui nécessitent une gestion rigoureuse. Une telle gestion n'existe pas en Haïti. Depuis 2020, des gangs se battent avec le gouvernement pour le contrôle du territoire, y compris dans la capitale. La situation est devenue si grave que les gangs contrôlaient plus de 90% de Port-au-Prince en 2023, et plusieurs premiers ministres se sont succédés en quelques mois. Les gangs ont même formé des coalitions contre les forces d'intervention de l'ONU. Haïti existera toujours dans ses frontières actuelles en 2050. La question est de savoir si une grande partie du pays restera habitable. Le pays se trouve sur une faille active, a détruit les forêts qui stabilisaient autrefois ces montagnes et manque de la capacité étatique nécessaire pour reconstruire avant que la prochaine catastrophe ne frappe.
Finalement, cela crée un cercle vicieux. Les dégâts commencent à s'accumuler plus vite que le pays ne peut se rétablir. Le pays suivant est tout simplement en train de sombrer sous son propre poids. Numéro 2, d'accord, l'Indonésie ne va pas disparaître d'ici 2050. 288 millions de personnes ne vont pas être englouties par la mer. Mais la capitale, Jakarta, avec 11 millions d'habitants dans le centre urbain et 40 millions dans la métropole, ce n'est pas sans risque. En 2020, Jakarta a été frappée par une violente tempête. Dans la plupart des villes, cela aurait été une catastrophe. Mais à Jakarta, cela a servi d'avertissement. la ville est la métropole qui s'enfonce le plus vite au monde. Certaines zones s'affaissant de 25 cm par an. Environ 40% de Jakarta se trouve déjà sous le niveau de la mer. Lorsque cette tempête est arrivée, des dizaines de personnes sont mortes. 400 000 ont été déplacés et des quartiers entiers ont été submergés par des eaux de crue polluées. Et le sol continue de s'enfoncer. La mer autour de Jakarta monte d'environ 0,1 à 0,3 pouces par an. Mais dans certaines parties du nord de Jakarta, le sol s'enfonce de près de 28 cm chaque année. Le changement climatique n'est qu'une partie d'histoire. Regardez Jakarta d'en haut, et vous verrez plus de 10 000 puits illégaux parsemer le paysage, avec des milliers de maisons et d'entreprises qui pompent de l'eau du sous-sol. Ces puits représentent 140 millions de mètres cubes d'eau prélevés chaque année, soit l'équivalent de 56 000 piscines olympiques. Le gouvernement indonésien a tenté à plusieurs reprises de réprimer le forage de ces puits, mais avec peu de succès. Le réseau de puits et de canalisations illégaux couvre 70% de la ville. Le poids des bâtiments au-dessus fait le reste. D'ici 2050, 95% du nord de Jakarta sera submergé, et jusqu'à la moitié de la ville sera inhabitable. L'Indonésie fait tout ce qu'elle peut pour sauver Jakarta, et contrairement à d'autres pays insulaires, elle dispose de beaucoup d'argent à dépenser. 40 milliards de dollars ont été engagés pour une immense digue maritime, des digues côtières renforcées, des réservoirs, et 17 îles artificielles, conçues avec l'expertise néerlandaise en ingénierie. S'il est achevé, ce sera l'un des plus grands projets de défense côtière jamais entrepris. Si les Indonésiens obtiennent gain de cause, la digue sera une merveille une fois terminée. Près de 4000 hectares, avec des zones industrielles et résidentielles, des parcs, de nouveaux réservoirs dont on a grandement besoin, et même un aéroport. Et ce ne sera toujours pas suffisant. En 2022, le gouvernement indonésien a commencé à construire une toute nouvelle ville à environ 1400 km au nord-est, sur l'île de Bornéo, en plein milieu de la jungle. Voici Nusantara, et ce sera la nouvelle capitale officielle de l'Indonésie d'ici 2028. Il n'y a peut-être qu'environ 150 000 personnes là-bas pour l'instant, mais l'Indonésie ne peut pas se permettre de ne pas se dépêcher. Le gouvernement a décidé que Jakarta était tout simplement irrécupérable. Maintenant, il se dirige littéralement vers les collines. Les millions de personnes qui y vivent devront peut-être trouver un autre plan d'évacuation cependant. La majorité des appartements de la nouvelle capitale sont destinés aux fonctionnaires et chefs d'entreprise. Les habitants pauvres de Jakarta devront se débrouiller et espérer que la digue soit terminée d'ici là. Ils devront attendre au moins jusqu'aux années 2040. Mais regardons quelqu'un d'autre qui pourrait être dans une situation bien pire. Numéro 1, le Bangladesh. Lors des conférences internationales sur le climat, les décideurs politiques qui négocient des accords comme celui de Paris ne pensaient pas au pire métier du monde. Il y a plus de 20 millions de personnes à Dhaka, au Bangladesh. Des millions de personnes s'y sont installées depuis les années 1970. Et 2000 autres arrivent chaque jour. Mais le système d'eau local n'a pas suivi, alors les habitants ont creusé des milliers de puits illégaux. Et ces puits contribuent à faire s'enfoncer leur ville à un rythme d'1 cm par an. C'est l'une des pires zones inondables du monde, où 1 million de personnes sont déplacées chaque année. C'est pourquoi des bataillons d'ouvriers doivent parcourir la ville en inspectant les bouches d'égout. Si elles sont bouchées par les eaux usées, ils devront descendre et les nettoyer à la main. Plus d'un y a trouvé la mort noyée dans les eaux usées, surtout pendant la mousson. Mais cette fois, quelqu'un d'autre est vraiment responsable de la plupart de leurs problèmes. Ce ne sont pas les puits. Le Bangladesh a obtenu son indépendance dans le chaos qui a suivi la partition de l'Inde. Ses frontières, tracées par une puissance coloniale lointaine selon les conditions environnementales du XXe siècle, laissent les 2/3 du pays à seulement 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Encore 10% du pays ne se trouvait qu'à 1 mètre au-dessus des vagues. Cela n'avait pas autant d'importance à l'époque, mais aujourd'hui, le littoral s'érode, et rapidement. Les mers locales montent 10 fois plus vite que la moyenne mondiale. Alors les gens qui vivaient autrefois ailleurs doivent maintenant s'entasser à Dhaka pour essayer de survivre. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Le Bangladesh n'est peut-être pas une nation insulaire, mais il n'a pas investi dans le développement d'autres villes pour répartir la population. Et maintenant, il est trop tard.
D'ici 2050, 17% du Bangladesh sera submergé, selon les scientifiques de Climate Central, qui ont étudié la question en 2019. Pas seulement Dhaka, 17% de tout le pays. Dhaka n'en serait qu'une partie. 20 millions de personnes seront déplacées. Ce n'est pas qu'une prévision issue de modèles climatiques, cela se passe actuellement. En 2021, 70% du territoire bangladais subit chaque année une forme d'inondation. Les autorités bangladaises font ce qu'elles peuvent. Ils restaurent désespérément les canaux de Dhaka, qui ont disparu à cause du récent boom démographique. Ils construisent des bassins de rétention pour contenir l'eau, mais ne comptent pas ériger de digues maritimes. Comment pourraient-ils en financer une sur toute la côte du pays? Les États-Unis émettent 33 fois plus de gaz à effet de serre que le Bangladesh, et ils pourraient se permettre des projets comme ceux-ci, mais ils n'ont pas à les financer. Le fonds d'indemnisation de la COP27 n'est pas juridiquement contraignant. L'Amérique ne s'est pas bâtie sur des atolls coralliens, qui n'existent que si le niveau de la mer reste dans une marge très étroite. Des aquifères d'altitude qu'on peut vider plus vite qu'ils ne se rechargent, ni sur des deltas fluviaux nécessitant un équilibre précis entre eau douce et sédiments. D'autres pays, oui. Pendant des milliers d'années, ces endroits ont survécu parce que leur géographie offrait exactement les conditions dont les gens avaient besoin. Et maintenant, ces conditions disparaissent en l'espace d'une seule génération. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment la différence.